Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste depuis une douzaine d'années pour le seul mensuel régional satirique de France, Sébastien Boistel observe avec lucidité l'espace médiatique dans lequel leur avis s'est fait une place et la défend avec toujours autant de vigueur. Dans cet entretien, Sébastien Boistel revient sur les raisons qui ont conduit l'association marseillaise La Tchatch à créer leur avis il y a 18 ans. Il nous parle également de la liberté de ton du journal, de son audace éditoriale jamais mise en défaut malgré les nombreux procès, et de l'avenir qu'il regarde en espérant que la campagne de dons récemment lancée permettra au Ravi de poursuivre sereinement son travail d'information, avec professionnalisme et causticité. Je m'appelle Sébastien Boistel, je suis journaliste au Ravi depuis 2009-2010, donc ça commence à remonter. J'ai commencé en 1998, auparavant j'étais en région parisienne. Et au Ravi, je suis à la fois journaliste comme mes collègues. Ma petite spécificité, c'est que je suis plus particulièrement sur les Bouches-du-Rhône. Je m'occupe aussi de la maquette. Et une autre de mes casquettes, c'est celle d'intervenir pour animer le réseau de la presse et des médias pas pareil. C'est un peu l'ambition qu'on s'est aussi donnée au Ravi. Et j'interviens aussi régulièrement en milieu scolaire, en détention, voilà. Pourquoi et comment le Ravi a-t-il vu le jour il y a 18 ans ? Il est né effectivement en 2003 et c'était un journal qui a été créé par des non-journalistes, principalement universitaires, des sociologues, des personnes qui étaient basées à la fois, il y avait un ancrage du côté de Nice et aussi du côté de Marseille, et des personnes qui, de fait, n'étaient pas satisfaits de l'offre éditoriale existante, qui disaient il manquait quelque chose. D'où aussi donc la volonté de faire un journal d'enquête et de satire sur une base associative et qui est résumé par le nom, le Ravi, c'est le personnage de la crèche et le faux naïf et qui va traiter d'une manière sérieuse les choses pas sérieuses et d'une manière pas sérieuse les choses sérieuses, d'où cette envie-là et des thématiques qui, dès les premiers numéros, se retrouvent encore aujourd'hui: la corruption, l'extrême droite, l'écologie, et l'urbanisme et autres joyeusetés. Comment se définit la ligne éditoriale du Ravi ? C'est un journal associatif, c'est un mensuel régional. Donc régional, ça veut dire qu'on va avoir une attention à ce qui se passe dans cette région. Notamment, on a quand même un personnel politique qu'une bonne partie du reste de la France nous envie. Et il y a aussi la question de la temporalité. Être mensuel, ça veut dire que on va pas traiter il y a aucun intérêt à traiter les mêmes sujets que la Marseillaise, la Provence, ou en tout cas si on le fait, ça va être de faire un pas de côté. Donc l'idée est d'apporter, on a un média non pas de niche, parce qu'on n'aime pas les chiens de garde, mais on est un média de complément. Et ce qui veut dire qu'on va essayer de chercher l'information que les autres n'ont pas traitée, ou la traiter d'une manière différente, avec aussi cet apport qui est la dimension satirique, c'est-à-dire qu'à la fois on est sérieux dans notre travail de journalisme et d'enquête, et la dimension satirique, c'est le côté poil à gratter, quoi. Avec aussi l'envie de relever dans les brancards ou d'avoir des traitements originaux, notamment par le biais du reportage et du dessin de presse. Et le dernier point, peut-être, c'est aussi sur le côté un journal de parti pris, mais pas de parti, c'est-à-dire qu'on est affilié à aucune organisation. Néanmoins, on a un certain nombre de valeurs qu'on souhaite défendre. L'écologie, la lutte contre l'extrême droite, on a une certaine idée aussi de la probité, sinon on ne s'intéresserait pas autant aux questions de corruption. Voilà, on est aussi là dans la volonté de potentiellement critiquer aussi ceux qui nous sont, ou qui nous sembleraient, ou que certains pensent nous être les plus proches. Pouvez-vous nous décrire l'actuelle rédaction du Ravi et faut-il avoir un profil particulier pour y devenir journaliste ?
Aujourd'hui, on est à chaque fois j'ai un doute parce que effectivement non pas que ce soit fluctuant, mais qu'il y a des personnes qui effectivement sont là depuis des années en tant que pigistes ou comme qui sont régulièrement, ce qui fait que voilà, on est 5-6 grosso modo dans l'association, enfin en tant que permanent, avec la grosse majorité sont des journalistes, et on a autour de nous une galaxie d'une dizaine de dessinateurs et de pigistes, en général des fidèles. Voilà. C'est vrai que sur la question de la satire et de l'enquête, petit à petit, moi je pense que elle s'apprend. Enfin, par exemple, pour prendre mon cas, quand je suis arrivé sur Marseille, et quand j'ai commencé à travailler au Ravi, au début, lors des conférences de rédaction, les 3/4 des noms des gens qui étaient évoqués autour de la table m'étaient inconnus. C'est-à-dire que j'ai appris à connaître le personnel politique et les grandes figures locales petit à petit. Mais j'avais un peu de bagage d'un point de vue journalistique, et l'idée était justement de se permettre, on a le dessin de presse, on a des outils comme le contrôle technique de la démocratie, où on va se poser dans un conseil municipal pour raconter qui parle de quelle manière, combien de temps, et ça dit beaucoup de choses. L'envie, enfin, en général, on accueille des stagiaires, on a des pigistes, c'est plutôt de dire aux gens de se lâcher, d'être sérieux dans leur travail d'enquête. Sinon, le retour de bâton est immédiat. Mais effectivement, d'aller plus loin que ce que les journalistes d'ordinaire font, quoi, et notamment aussi de proposant des traitements décalés, voire même complètement déconnants, comme par exemple on a une rubrique qui s'appelle J'ai testé pour vous, où en gros c'est un petit peu du journalisme gonzo, où la quête est plus importante que l'enquête, et où par exemple d'une manière décalée on voulait traiter d'Éric Zemmour d'une autre manière, et je suis allé jusque dans le Vaucluse pour aller me faire raser le crâne par Éric Zemmour. Éric Zemmour n'étant pas le polémiste qu'on connaît, mais un coiffeur qui a aussi quelques salons de coiffure, je crois, du côté des Alpes-Maritimes. Dans une région où la presse locale est plutôt consensuelle, comment votre journal a-t-il été accueilli ? Pour les gens qui ne connaissent pas, forcément, à un moment, ils vous affublent d'un nom assez bizarre, le rallye. Là, hier, j'étais avec quelqu'un de Reconquête qui a cru qu'on s'appelait le Ravier, comme le nom du sénateur marseillais ex-frontiste. Il dit non, on s'appelle le Ravi, pas le Ravier. L'accueil, il a été à la fois... Parfois, il y a un peu de méfiance. Les localiers savent aussi quelle est Moi, j'étais en local quelques années. Et on sait aussi quelle est la limite de l'exercice. Mais il y a quand même une bienveillance. Enfin, je sais que là, on se retrouve avec notamment les gens de la Marseillaise ou de la Provence. Il y a quand même il y a un côté confraternel qui est là. Et effectivement, il y a quand même plutôt une entente. Juste, on sait quelles sont nos marges de manœuvre, on sait, et ça ne nous empêche pas d'échanger des informations. Et en même temps, on a quand même de bonnes relations aussi avec d'autres médias. Par exemple, sur Marseille avec Mars Actu, voilà, on travaille vraiment en bonne intelligence, et d'une certaine manière, c'est assez complémentaire. Je me dis que quelqu'un qui va lire La Marseillaise, plus jeter un coup d'œil à Mars Actu, et aussi regarder ce qu'il y a dans le Ravi, va avoir, on va pas dire qu'elle va avoir une information parfaite, mais en tout cas, elle aura un bon panel, quoi. Savez-vous qui vous lit ? Alors, le lectorat, il est... au début, on a un journal associatif qui, au départ, était... les gens c'était pas des journalistes, et les gens n'étaient pas payés, et le système de distribution était vraiment artisanal. Petit à petit, on a gagné notamment principalement via l'abonnement. Maintenant, on doit être aux alentours, si je dis pas de bêtises, de 1500 abonnés,
ce qui est à la fois une goutte d'eau, mais quand on sait comment circule un journal, voilà, c'est pas rien. On est diffusé aussi en kiosque. Là, dernièrement, on a fait un choix au niveau du kiosque où on est moins sur toute la région, on est plus principalement, on se concentre davantage sur les Bouches-du-Rhône, une partie du Var, et on touche un petit peu le Vaucluse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des territoires sur lesquels on est plus distribué, sauf par de la distribution militante. Et nos lecteurs électrices, on voit l'attachement qu'ils ont via les campagnes de dons qu'on lance, mais c'est des personnes qui... c'est des personnes qui sont ancrées dans la vie associative, dans la vie politique, qui s'intéressent à l'actualité et qui ont un regard critique. On est vraiment sur un schéma de personnes qui s'investissent encore en politique, mais qui ont un regard très très critique dessus, donc, et qui acceptent aussi le fait qu'on puisse être assez mordant sur ces thématiques-là. Par contre, la difficulté qu'on va avoir, c'est effectivement des personnes très militantes qui ne supportent pas qu'on dise du mal du candidat pour lequel elles militent. Là, effectivement, il y a parfois des quiproquos ou des retours un peu acerbes. Et les personnes qui, par contre, pour qui le spectacle de la politique les dégoûte complètement, c'est effectivement des personnes qui vont avoir quelques difficultés avec leur avis. Mais voilà, il y a cette dimension-là. Voilà, je pense que c'est vraiment des gens qui sont, pour le coup, investis dans leur région et qui un petit peu comme pour Marseille, qui l'aiment aussi pour tous ses défauts. Vous avez publié des enquêtes sur des personnalités publiques ou des institutions de la région qui vous ont plusieurs fois conduit devant la justice. Comment le Ravi est-il parvenu à survivre à ces multiples procès ? Effectivement, enfin, on utilise le terme procès Bayon, c'est pas pour rien, c'est qu'un élu sait que par la procédure qu'il va initier, très souvent qui en plus est financée non pas par ses deniers personnels, mais par la municipalité, voilà, c'est très bien qu'il va mettre un frein, en tout cas, il va amener à une certaine forme, peut-être pas de prudence, mais en tout cas de se dire que effectivement ça peut coûter cher. Mais ça, d'une certaine manière, ça nous conforte dans le travail qu'on a pu faire. Hein. Par exemple, pour prendre le cas d'une municipalité où on a eu quelques difficultés, la Istres avec François Bernardini dans les Bouches-du-Rhône, très rapidement, dès les premiers papiers, les remontées se sont fait assez acerbes et ça s'est traduit par des procès ou des droits de réponse. Et voilà, ça nous... à la fois, c'est handicapant et ça peut effectivement ça coûte cher. Heureusement, on a un avocat qui nous est très fidèle et qui soutient le projet du Ravi et qui nous accompagne dans toutes les procédures. Et aussi, c'est aussi des gages de légitimité. Hein, quand on commence à sortir ce genre d'armes, c'est qu'on tape plutôt juste. Et ça nous amène aussi à être aussi, on ne peut plus exemplaire sur les informations que l'on va donner. Et aussi, d'une certaine manière, c'est contre-productif pour ceux qui nous attaquent. C'est qu'en général, quand les gens voient ça, il y a d'autres personnes qui nous apportent les informations parce qu'ils se disent qu'effectivement, on a tapé juste et qu'il y a effectivement des choses à dire. Est-ce que la justice a évolué en matière de droit de la presse ? La justice, on a quand même un droit en France qui est quand même assez protecteur de la liberté de la presse et notamment de la question de la liberté le droit à la satire et à la caricature. C'est vrai qu'il y a très souvent dans ces procédures-là, il y a les édiles qui ne supportent pas d'être caricaturés, attaquent aussi le dessin. En général, ils se font blackbouler. Et on peut aussi tomber sur des juges qui, d'une certaine manière, n'arrivent pas à appréhender ou ne sont pas spécialistes sur les questions de droit de la presse. Mais voilà, après, ça va être sur... petit à petit, c'est développer une expertise ou en tout cas une compréhension des sujets. Et voilà, c'est sur la question de l'injure publique ou de la diffamation. C'est quand même plutôt cadré. Et voilà. Donc après, nous,
absolument pas un plaisir de remonter jusqu'en cassation et tout, ça coûte cher, mais voilà, petit à petit, on a fini par s'habituer au procès et aux tribunaux, tout comme les hautes formes de tribunal, avec nos difficultés financières à répétition, on s'est retrouvé au tribunal de commerce, et là on vient de sortir enfin du redressement judiciaire. Vous avez récemment lancé une campagne de dons en mettant dans la balance la survie du journal. Qui vous soutient ? Effectivement, on est sortir d'un redressement judiciaire. Notre administrateur judiciaire nous a dit qu'on faisait partie de l'élite parce que seuls 5% des personnes qui passent par une procédure de redressement judiciaire en sortent vivants. Donc voilà, sauf qu'on est sorti vivant d'une épreuve pour être quasi prêt à y revenir et mettre la clé sous la porte, parce que de fait, on a en termes de trésorerie, c'est très très tendu. Pour quelles raisons ? Il y a à la fois parce qu'on a cette folie de vouloir payer les salariés, parce qu'il y a quand même pas mal de médias qui, aujourd'hui, on considère trop souvent que l'information est quelque chose de gratuit, et malheureusement, c'est un bien qu'il faut payer. Comme le veut la formule, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Enfin, les GAFAM le connaissent bien. Et d'où cet appel à dons. On a mis la barre très haut parce qu'on en a marre de jouer à saute-mouton. Donc on a mis en avant le fait d'avoir besoin de 100 000 euros, qui paraît être une somme assez considérable. Et malheureusement, c'est ce qui est nécessaire pour qu'un projet comme le nôtre puisse continuer. Avant de parler des soutiens, c'est aussi la situation, elle est liée à la fois au fait que on a eu un nombre d'abonnés, une diffusion qui est relativement modeste, mais c'est aussi parce qu'on a été, pour la première fois de notre histoire, on a été lâché par toutes les grosses collectivités locales importantes qui, jusque-là, nous apportaient leur soutien. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'argent de la part de la région, plus d'argent de la part du conseil départemental, et la ville de Marseille qui, à un moment, nous a soutenus là avec le changement de municipalité, n'a pas réitéré son soutien, à la fois le soutien non pas pour nos beaux yeux ou pour simplement pour le travail qu'on fait, c'est-à-dire à la fois sur le pluralisme, mais aussi sur le travail que l'on développe, un travail d'éducation aux médias, qu'on développe en milieu scolaire, mais aussi dans des centres sociaux, en détention, voilà. D'où le fait de faire cet appel à dons qui, pour l'instant, fonctionne plutôt bien, même si c'est, comme toute campagne de dons, doit être en permanence être animée, d'autant que c'est pas la première qu'on fait. Et on a à la fois un soutien via, on l'a vu avec le numéro 200 qu'on a sorti, on avait à nos côtés, parmi les grands témoins qu'on a pu solliciter, des personnes comme Edoui Plenel, Daniel Pénac, Philippe Pujol, le Pré-Albert Londres qui vient de la Marseillaise et tout. On est aussi avec tout le réseau de la presse et des médias pas pareils, c'est-à-dire ces petits médias associatifs qui font vivre le pluralisme sur les territoires, dans les quatre coins de l'Hexagone, comme le veut la formule. Donc voilà, on a tous ces relais-là, et nos lecteurs sont hyper attachés au Ravi. On espère que ça va réussir à passer. Et d'une certaine manière, cet appel, il suit une pétition qu'on avait initiée, qui était sur la question où on demandait la transparence des aides à la presse, et qui correspondait aussi, en ce moment, il y a une pétition par rapport à la mainmise de Bolloré sur les médias. Voilà, on a des vrais problèmes de concentration de la presse, on a des vrais problèmes au niveau du financement de la presse, et l'information, on le voit avec l'actualité nationale et internationale, c'est un bien commun qui devrait être en dehors de toute considération marchande. Est-ce que les institutions qui vous soutenaient jusque-là et qui ne le font plus ont motivé leurs décisions ? Alors, pour ce qui est de la région, on a eu quelques échanges qui laissent à penser qu'ils sont
assez peu fan de ce qu'on peut écrire. Et d'une certaine manière, Renaud Muselier, on l'avait interpellé lors d'une conférence de rentrée, conférence de presse, de rentrée des vœux aux journalistes et tout, où il estimait que son travail n'était pas de financer n'était pas de financer le travail d'éducation aux médias. Or, dans le même temps, on a sorti il y a peu de temps un numéro qui s'est appelé Les Guignols de l'info et qui montre à quel point toutes ces collectivités financent les médias via des campagnes de com, voilà. Et en plus, ce travail le gros souci qu'il y a, c'est que avec ces collectivités locales, c'est que la gestion de l'argent, ils considèrent que c'est leur argent, alors qu'en fait, c'est notre argent. C'est l'argent des collectivités, donc de toutes les personnes. Donc, normalement, cette question du pluralisme, c'est quelque chose, c'est un bien aussi précieux. On fait un travail d'intérêt général. Avec le département, on a quelques lignes, il nous reste quelques lignes, micro-lignes sur nos interventions en collège. Il y a encore quelques jours, j'intervenais au collège Chappe à Marseille. Mais l'aide qui, jusqu'à présent, nous était allouée au titre de médias associatifs a miraculeusement et d'une manière assez surprenante disparu. Quant à la ville de Marseille, on a eu effectivement une aide et on a commencé à travailler avec eux, notamment sur des questions d'ateliers d'éducation à la presse et aux médias. Et puis, le fait est que depuis, les discussions ont été compliquées. Il semblerait que le lien n'est pas rompu, mais il reste compliqué. Vous est-il arrivé de douter de certains choix éditoriaux ? Quelles limites vous fixez-vous ? Alors, les limites qu'on se fixe, de toute manière, ça va être les limites journalistiques, les limites à la fois de la vérité, de la véracité des faits et aussi de l'intérêt qu'on peut porter qu'on va apporter. La question, effectivement, de la question de la spécificité du RAVie, on se dit qu'il y a la nécessité, peut-être à un moment ou à un autre, à chaque fois, à chaque difficulté, à chaque crise qu'on peut croiser, on se dit qu'à un moment, il faudrait qu'on prenne du temps pour se poser, pour repenser le contenu du journal, voire même sa temporalité. Il y a effectivement, on va pas dire un doute, mais de se dire, est-ce que le terrain sur lequel, ce qu'on apporte sur le terrain et au niveau de l'information est quelque chose où on est encore pertinent? Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité d'être plus grinçant ou de prendre plus de temps au niveau de prendre plus de temps pour travailler, voilà, et de s'inscrire plus dans le temps long. Et c'est aussi si la campagne de dons se met en place, on est en train de travailler sur un autre RAVie, vraisemblablement sur une autre temporalité, être aussi en permanence, l'échange qu'on a à faire justement de l'éducation aux médias et du journalisme participatif, c'est aussi d'avoir des lecteurs qui sont acteurs de leurs médias, et donc venez nous proposer des sujets. On organise des formations, notamment le JDT, le journalisme tout-terrain, où en gros on ouvre nos portes et on donne un certain nombre de la boîte à outils, des outils qu'ont les journalistes pour appréhender l'actualité et l'environnement, et c'est un regard neuf qui nous est précieux. Le RAVie est toujours un journal papier. Pensez-vous qu'il pourrait devenir un jour 100% numérique afin de réduire les coûts de production ? Sur la question je pense que le support papier, moi j'y suis très très attaché, mais c'est parce que je commence aussi à avoir un peu de bouteille et quand même des vieux réflexes. Aussi, on sait que on croise pas mal de gens, et on a fait une campagne qui marche un petit peu. En gros, on a sollicité nos lecteurs, nos abonnés numériques qui n'étaient plus abonnés, en leur envoyant le journal papier.
et en leur disant on va vous révéler un secret de fabrication, un secret presque industriel. On sait qu'on est très lu dans les toilettes. Et donc, je me dis que le support papier a encore de beaux jours devant lui. Parce que d'une certaine manière, être 100% numérique, on risque d'être noyé dans cette espèce de grand bain qui est le web, et d'autant que pour être référencé, ça reste quand même quelque chose, un travail de tous les jours. Mais après, on va travailler plus sur cette complémentarité entre un ravi papier qui, pour le coup, pourrait être non pas mensuel, mais bimensuel et tout. Et ce qu'on fait, là encore, avec la petitesse de nos moyens, mais une complémentarité avec le web, et notamment d'être sur des interventions plus régulières sur le web, en attendant la prochaine sortie du journal papier, en version peut-être un peu plus épaisse et plus classieuse, même si moi je suis très attaché à faire la maquette, très attaché à la forme actuelle du journal. J'ai plaisir à maqueter ce journal et à quand même inventer chaque mois une nouvelle maquette, quoi. Vous participez dans les écoles à l'éducation aux médias des futurs citoyens. Faut-il réapprendre l'esprit critique aux Français ? On voit déjà comment nous, on peut être perdu face à l'information. Quand on se gère une épidémie en temps réel, quand il y a une guerre qui est en train de se dérouler, et on sait que dans une guerre, la première des victimes, c'est la vérité. Donc oui, il y a un vrai besoin de travail, d'éducation aux médias, aussi de faire en sorte que les gens appréhendent, utilisent ces outils, se rendent compte que comment ça fonctionne, et aussi les limites de l'exercice. C'est-à-dire que moi, intervenir, là je vais reprendre des ateliers au Beaumet, comme je l'ai dit, je suis intervenu dans un collège il y a quelques jours. J'interviens aussi dans une école primaire dans les quartiers nord, en lien avec la bibliothèque. Il y a besoin de raconter comment se fait l'information, et aussi donner les limites de l'exercice, quoi. C'est vraiment d'expliquer comment se fait le métier, comment il peut aussi mal se faire. Voilà, d'amener que ça va du gamin de CM2 à la personne qui est détenue et en détention. On imagine, on sait que le contact avec l'extérieur et le contact par rapport à l'information est quelque chose de très compliqué. Il y a besoin d'apporter, d'expliquer ce qu'est l'information, ce qu'est une fake news, quelles sont les limites de l'exercice, comment un journaliste parfois se retrouve bloqué ou pris dans des logiques de communication. Donc voilà, pour le coup, on fait un travail qui, par ailleurs, est reconnu si les collectivités locales ne se disent pas que ça vaut la peine de le financer, qui est reconnu par l'État, par la DRAC, par des fondations comme la Fondation pour une presse libre qui est liée à Mediapart, on a au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir une presse qui n'avait pas le droit aux aides de la presse traditionnelle, et notamment ça a donné lieu à un fonds qui a un nom à coucher dehors, le Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité, et qui reconnaît l'apport des médias associatifs de proximité indépendants comme étant des acteurs importants qui font vivre le pluralisme et qui animent les territoires. De toute manière, le Ravi, quand il est né il y a 18 ans, il a été créé par une association qui s'appelle la Tchatch, qui porte bien son nom, on parle beaucoup dans cette association, et qui se donnait déjà comme mission première d'animer et de faire vivre le débat démocratique dans la région. Et c'est ça notre ambition.